Ma mère m'avait choisi une épouse parfaite et muette. Après notre magnifique mariage, je suis rentré chez moi avec ma femme. Mais dès que la porte d'entrée s'est refermée derrière nous, elle a parlé. Et ce qu'elle a dit m'a cloué sur place. Depuis tout petit, j'avais l'habitude de faire confiance à ma mère. Elle prenait toujours les bonnes décisions, pour nous deux. Quand mon père nous a quittés et j'avais à peine 6 ans, c'est elle qui a tout pris en main, mon éducation, la maison, nos vies. Elle ne s'est jamais plainte. Juste parfois, la nuit, pensant que je dormais, elle pleurait doucement dans la cuisine, l'eau du robinet ouverte pour couvrir ses sanglots. Mais j'entendais. Et déjà, à cet âge-là, je m'étais juré de ne jamais la contredire, d'accepter tous ses choix comme les meilleurs possibles. Alors, quand à mes 32 ans, elle m'a annoncé qu'elle m'avait trouvé la femme parfaite, je n'ai même pas pensé à dire non. Ce n'est pas que je ne pouvais pas rencontrer quelqu'un moi-même. J'avais eu quelques histoires, bien sûr. Mais aucune femme n'avait trouvé grâce aux yeux de ma mère. L'une avait une mauvaise couleur de cheveux, l'autre riait trop fort, une autre encore ne montrait pas assez de respect. Et chaque fois, je cédais. Ma mère ne voulait que mon bien, je le savais. Je n'ai vu ma future femme que le jour de notre mariage. Selon maman, Sarah était orpheline, élevée dans un petit village par de lointains parents qui ne l'avaient jamais vraiment traitée correctement. Elle avait grandi discrète, obéissante, modeste. Mais surtout, et c'est ce que ma mère soulignait toujours, Sarah était muette de naissance. Elle ne parlait pas, communiquait seulement par geste ou à l'écrit. Pour maman, c'était l'idéal, pas de dispute, pas de cris, pas de drame. Une fille reconnaissante qu'on l'accueille dans une famille aussi respectable que la nôtre. Qui d'autre voudrait d'une femme avec un tel handicap, disait-elle. Et moi, j'aurais une épouse fidèle, attentive à chaque mot, et qui ne me contredirait jamais. J'ai accepté ce drôle de marché, en partie parce que je rêvais enfin d'avoir ma propre famille, en partie par habitude de ne jamais contester ma mère. Et puis, sur la photo qu'elle m'avait montrée, Sarah était magnifique. Une silhouette fine, de longs cheveux châtains, de grands yeux bleus, et un léger sourire discret sur un visage doux. J'étais curieux. Alors j'ai dit oui. Le jour du mariage, tout était minutieusement organisé par maman. J'ai enfilé le costume sur mesure qu'elle avait fait préparer, coiffé mes cheveux comme elle aimait, et je suis resté debout devant l'autel, à attendre ma fiancée. Le club de campagne choisi pour la cérémonie débordait d'invités plus de 200 personnes, dont beaucoup que je connaissais à peine. Maman avait insisté pour qu'il soit là. Il faut que les gens voient que tout va bien dans notre famille, disait-elle. Ils doivent te voir comme un homme stable, prospère, capable de faire vivre une grande famille. Et là, les portes se sont ouvertes, et j'ai vu ma future femme pour la première fois. Sarah était encore plus belle que sur la photo. Sa robe blanche soulignait parfaitement sa silhouette fine, et son long voile, qui cachait partiellement son visage, ajoutait une touche de mystère. Elle avançait lentement, avec grâce, les yeux baissés comme une vraie fiancée modeste. Pendant la cérémonie, elle n'a pas dit un mot. Elle hochait simplement la tête pour dire oui et a signé les papiers au bon endroit. Les invités étaient touchés par sa discrétion. Certains essuyaient discrètement une larme devant cette scène pleine d'émotion. Ma mère rayonnait de fierté en recevant les félicitations de tout le monde. Le banquet a été animé et joyeux. Sarah était assise à côté de moi, souriante, mais silencieuse. Quand quelqu'un lui parlait, elle répondait d'un hochement de tête ou griffonnait quelques mots dans un petit carnet qu'elle gardait toujours sur elle. Tout le monde louait sa beauté, sa douceur, sa réserve. J'étais rempli de fierté. Oui, maman avait eu raison. Elle avait trouvé la femme idéale. Après la fête, nous sommes allés dans notre nouvel appartement, spacieux, dans un quartier chic, un logement que maman m'avait aidé à acheter. Pendant tout le trajet en taxi, Sarah regardait par la fenêtre, jetant de temps en temps un regard tendre dans ma direction et souriant légèrement. J'étais satisfait. Pas amoureux, non, mais satisfait. Cette fille silencieuse, belle, était désormais ma femme. Ça me convenait. On est entré dans l'appartement. J'ai fermé la porte derrière nous et me suis tourné vers Sarah, prêt à lui faire découvrir notre nouveau chez nous. Et à ce moment-là, tout a changé. Sarah m'a regardé droit dans les yeux, et les mots qui ont quitté ses lèvres ont bouleversé ma vie. Enfin seul, Michael. On peut arrêter cette comédie maintenant. Sa voix était claire, nette, sans aucun défaut. Je suis resté figé, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Quoi ?
Mais, tu es muette. Balbutiai-je, complètement abasourdi. Sarah a esquissé un sourire en coin, enleva ses talons hauts et s'est affalée dans un fauteuil. Muette? Non. C'était l'idée de ta mère. Elle voulait une femme docile, silencieuse, qui ne viendrait pas perturber votre petit monde parfait à deux. Mais j'ai d'autres projets, désolé. Je ne pouvais pas bouger. Mon cerveau refusait de comprendre. Maman? Me mentir, sur quelque chose d'aussi important? Impossible. Et Sarah? Qui était-elle vraiment? Qui es-tu, réussis-je à murmurer, complètement perdu. Oh, c'est une longue histoire, répondit-elle en desserrant le col trop serré de sa robe de mariée. Mais on a toute la nuit devant nous. Et j'en peux plus de faire semblant d'être une poupée muette. J'ai hâte de tout te raconter. Elle s'est levée, est allée tirer les rideaux. Puis elle s'est tournée vers moi. Et dans son regard, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué jusqu'ici. De la détermination? De la colère? Ou bien un certain plaisir? Ta mère ne t'a rien dit? Sur moi? Sur notre famille? Sur ce qui s'est passé il y a 25 ans? J'ai secoué la tête, incapable d'articuler quoi que ce soit. Très bien, soupira-t-elle. Alors écoute bien. Cette histoire a commencé bien avant notre naissance. Et tu dois connaître chaque détail, pour comprendre pourquoi je suis ici. Et ce qui va suivre. Je me suis laissé tomber sur le canapé, les jambes tremblantes. Sarah s'est assise en face de moi, le regard chargé d'une expression difficile à lire. Du mépris? De la pitié? Tu crois que ton père vous a simplement abandonné? Qu'il est parti pour une autre femme, comme ta mère te l'a toujours raconté? Cette question m'a frappé comme un coup en plein ventre. Bien sûr qu'il était parti. Je me souvenais des larmes de maman, de ses mots, qu'il avait trouvé une autre, plus jeune, plus belle. Qu'il ne voulait plus de responsabilité, plus de famille, plus de fils. J'avais grandi avec cette idée, cette blessure, cette rancune. Oui, ai-je répondu en serrant les poings. Il nous a abandonnés. Sarah secoua la tête, un sourire étrange apparaissant sur ses lèvres. Non, Michael. Ton père ne vous a jamais abandonné. Il n'aurait jamais fait ça. Il t'aimait plus que tout au monde. Comment tu peux savoir ça, lançai-je, la colère montant en moi. Tu ne sais rien de ce qui s'est passé dans notre famille. Si, répondit-elle calmement. Parce que ton père était le frère de ma mère. Ton père, c'était mon oncle. Ces mots m'ont laissé sans voix. J'étais incapable d'y croire. Sarah, ma cousine? Mais pourquoi maman ne m'avait jamais parlé d'elle? Pourquoi m'avait-elle caché qu'on avait de la famille? Si t'es ma cousine, pourquoi j'ai jamais entendu parler de toi? Pourquoi maman t'a présenté comme une inconnue? Sarah eut un rire amer. Parce que ta mère a tout fait pour effacer notre famille de ta vie. Après ce qu'elle a fait à ton père, il valait mieux que tu ne saches rien. Qu'est-ce qu'elle lui a fait, demandai-je, une sensation glacée me parcourant l'échine. Sarah se leva, alla chercher son sac, en sortit une petite photo et me la tendit. On y voyait un jeune homme, le visage étrangement familier, aux côtés d'une femme que je ne reconnaissais pas et d'une petite fille. C'est ton père, ma mère, sa sœur et moi, quand j'avais 5 ans, expliqua Sarah. C'est la dernière photo qu'on ait prise ensemble. Une semaine avant sa disparition. Disparition? Mais, maman a toujours dit qu'il était parti avec une autre. Murmurai-je, perdu. Non, Michael. Ton père n'est pas parti. Il a disparu. Ce jour-là, il devait aller à un rendez-vous professionnel. Il n'est jamais revenu. Sa voiture a été retrouvée une semaine plus tard au fond d'un lac. Mais pas son corps. La police a conclu à une noyade. Ils ont dit que le courant avait probablement emporté son corps. Je fixais la photo, incapable de détacher mes yeux du visage de mon père. Il me ressemblait tant. C'était comme voir mon propre reflet. Mais, quel rapport avec ma mère? Pourquoi tu dis qu'elle a quelque chose à voir avec tout ça? Sarah inspira profondément, comme pour se préparer à raconter quelque chose de lourd. Tes parents avaient monté ensemble une start-up tech qui marchait très bien à l'époque. Ils étaient cofondateurs, mais la majorité des parts appartenaient à ton père. Après sa disparition, tout est passé à ta mère.
Elle est devenue la seule propriétaire. Et tu veux savoir le plus étrange? Quelques jours avant qu'il disparaisse, elle avait modifié son assurance vie, en y ajoutant une énorme somme en cas de décès. Je sentis tout le sang me quitter le visage. Ce n'était pas possible. Maman n'aurait jamais pu faire du mal à papa. Elle m'avait toujours dit qu'elle l'aimait, qu'elle avait souffert quand il était parti. C'est des mensonges, dis-je d'un ton ferme. Tu es entré dans ma vie en te faisant passer pour muette, tu t'es marié avec moi sous de faux prétextes, et maintenant tu veux salir ma mère? Pourquoi? Sarah esquissa un sourire, mais glacé comme de la glace. Je suis venu chercher la vérité, Michael. Et la justice. Ma mère a passé des années à essayer de prouver que la tienne était liée à la disparition de mon oncle. Mais elle n'avait que des soupçons, aucun vrai témoignage, aucune preuve. Elle est morte il y a 5 ans, sans jamais connaître le fin mot de l'histoire. Moi, je suis là pour aller jusqu'au bout. Je me levai, bouillonnant de colère. Sors de chez moi. Je n'écouterai pas tes absurdités. Sarah ne bougea pas calmement, elle sortit un autre objet de son sac. Un vieux carnet, abîmé par le temps. C'est le journal de ton père. Il l'écrivait pendant les derniers mois avant sa disparition. Ta mère n'a jamais su qu'il existait. Il était chez ma mère. Lis-le, et ensuite, tu décideras si je mens ou pas. Elle posa le carnet sur la table et se dirigea vers la porte. Tu vas où? Demandai-je, perdu. Ne t'inquiète pas, je ne pars pas pour de bon. Après tout, je suis ta femme, non, lança-t-elle avec un sourire en coin. Je te laisse juste un peu de temps avec le journal de ton père. Je reviendrai dans quelques heures. Et au fait, je te déconseille d'appeler ta mère. À plus tard. La porte se referma derrière elle, me laissant seul face à ce carnet froissé, qui pouvait contenir des réponses à des questions que je ne m'étais jamais posées jusque-là. Je restai assis longtemps, incapable de le toucher. Mes pensées s'entrechoquaient dans ma tête, semant la confusion. Est-ce que maman aurait pu être impliquée dans la disparition de papa? Non. C'était impensable. Elle avait toujours été un modèle de droiture, de bonté. Elle m'avait élevé seule, s'était sacrifiée pour moi. Elle ne pouvait pas avoir fait une chose pareille. Mais si Sarah disait la vérité? Et si, pendant toutes ces années, j'avais vécu dans un mensonge soigneusement construit? Finalement, je tendis la main et pris le carnet. J'ouvris la première page et me mis à lire. 15 mars. Encore une dispute avec Elisabeth aujourd'hui. Elle veut avoir plus de contrôle sur l'entreprise, mais je ne peux pas le lui donner. Pas maintenant, alors que je soupçonne qu'elle joue un double jeu avec la concurrence. Michael a dessiné notre famille aujourd'hui. C'est un garçon si lumineux, il me ressemble tellement quand j'étais petit. J'espère pouvoir le protéger de tout ce qui se trame autour de nous. Je tournai la page, mon cœur s'accélérant. 20 mars. Elisabeth agit bizarrement ces derniers temps. Elle s'enferme dans le bureau à la maison, parle au téléphone à voix basse. Hier, je l'ai vue avec Bob au café. Elle prétend que c'était un hasard, mais je les ai vus échanger des documents. Bob, notre principal concurrent. Et cette rencontre fortuite, franchement, ça sent mauvais. Je continuais à lire, et à chaque page, mon cœur se serrait un peu plus. Mon père racontait comment maman était devenue de plus en plus secrète, comment il avait trouvé des documents étranges, parlant de transactions en coulisses, comment elle insistait de plus en plus pour augmenter son assurance vie. 10 avril. Aujourd'hui, j'ai reçu un message bizarre d'une source anonyme. Quelqu'un affirme qu'Elisabeth prévoit de se débarrasser de moi. Ça paraît insensé, mais après tout ce que j'ai découvert ces dernières semaines, je ne peux plus ignorer ce genre d'alerte, aussi folle soit-elle. Je pense à envoyer Michael chez sa tante, le temps de tirer tout ça au clair. La dernière note datait de la veille de sa disparition. 15 avril. J'ai trouvé des preuves qu'Elisabeth travaille dans mon dos avec nos concurrents. Elle leur vend des infos sur nos projets, notre stratégie. Demain, j'ai rendez-vous avec un avocat. Je veux lancer une procédure de divorce et protéger Michael de tout ça. Je ne peux plus vivre avec une femme en qui je n'ai plus confiance. J'ai peur pour ma vie, mais encore plus pour mon fils. Si jamais il m'arrive quelque chose, que Karen sache ceci, Elisabeth est dangereuse. Elle ne doit jamais avoir la garde exclusive de Michael. Je refermai le carnet, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. C'était bien son écriture,
celle que je reconnaissais sur les cartes qu'il offrait à maman pour son anniversaire. Et ces mots? Tellement sincères, pleins d'amour pour moi, et d'angoisse pour ma sécurité. Est-ce que maman aurait vraiment pu être impliquée dans sa disparition? Est-ce que tout ce que je croyais savoir sur ma famille était un mensonge? Je pris mon téléphone, prêt à appeler maman, à exiger des explications. Mais je m'arrêtai. Quelque chose me retint. Sarah m'avait dit de ne surtout pas la contacter pour l'instant. Et si elle avait raison? Si maman avait vraiment fait ce dont elle était accusée, alors l'avertir maintenant pouvait la pousser à agir, à se couvrir. Je décidai d'attendre le retour de Sarah. J'avais besoin d'en savoir plus. De comprendre ce qui s'était vraiment passé avec mon père. Et quel rôle ma mère avait joué dans toute cette histoire. Le temps passait lentement, douloureusement lentement. Je relus le carnet encore et encore, cherchant la moindre incohérence, une preuve que tout ça était faux. Mais au fond, je savais déjà. Ces mots venaient vraiment de lui. Sa peur, sa tendresse, sa méfiance envers maman. Tout sonnait juste. Et terriblement vrai. La porte s'est enfin ouverte, et Sarah est entrée. Elle avait enfilé un jean simple et un t-shirt, effacé son maquillage de mariée. Elle paraissait plus jeune, plus naturelle. « Tu l'as lu ?» demanda-t-elle en regardant le carnet encore ouvert dans mes mains. Je fis un signe de tête. Impossible de parler. « Et alors? Qu'est-ce que tu en penses ?» Elle s'assit à côté de moi, et un léger parfum floral flotta dans l'air. « Je ne sais pas quoi penser, avouai-je honnêtement. Ça ressemble bien à l'écriture de mon père, et ce qu'il dit sonne vrai. Mais, ça ne prouve pas que maman soit impliquée dans sa disparition. Peut-être qu'il a juste eu un accident. » Sarah hocha la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. « Je comprends que tu aies des doutes. Ma mère aussi a longtemps refusé de croire que la tienne aurait pu faire du mal à son propre frère. Mais au fil du temps, les indices se sont accumulés. Tu sais, elle a engagé un détective privé. Il a enquêté pendant des années. » Elle sortit une chemise cartonnée de son sac et me la tendit. « Là-dedans, tu trouveras les rapports du détective, des copies de documents, des témoignages de gens qui ont vu ta mère avec des individus louches, peu avant la disparition de ton père. Il y a aussi des relevés financiers montrant comment elle a pris le contrôle de la boîte, et comment elle a utilisé l'assurance. » Je pris la chemise sans l'ouvrir tout de suite. En moi, une bataille faisait rage entre l'envie de connaître la vérité et la peur de tout détruire ce que je croyais, ce que j'aimais, ce en quoi j'avais confiance. « Pourquoi tu as accepté de m'épouser ?» demandai-je en la regardant dans les yeux. « Si tu savais tout ça, si tu crois que ma mère est une meurtrière, pourquoi faire partie de notre famille ?» Sarah soutint mon regard. Parce que c'était le seul moyen d'approcher suffisamment près pour trouver les dernières preuves. Ta mère est prudente. Elle ne laisse rien au hasard. Mais elle a un point faible, toi. Elle t'aime, elle te protège. Et je savais qu'en étant à tes côtés, j'aurais accès à ce que personne d'autre ne pourrait atteindre. Tu t'es servi de moi, soufflai-je, amer. Oui, répondit-elle sans détour, sans une once de remords. Tout comme ta mère s'est servie de moi, en me présentant comme une poupée muette pour que tu m'épouses. On se sert tous les uns des autres, Michael. La vraie question, c'est pourquoi. Et toi, pourquoi tu fais ça, demandai-je. Pour la justice, dit-elle avec détermination. Mon oncle était un homme bien. Il t'aimait plus que tout. Il mérite que la vérité soit révélée, que ceux qui sont responsables de sa mort soient punis. J'ouvris la chemise et commençai à feuilleter les documents. Des photos de maman avec des types au visage fermé, que je ne connaissais pas. Des relevés bancaires montrant de gros transferts d'argent juste avant la disparition de mon père. Des copies de contrats d'assurance, de cession d'actions. Des témoignages décrivant des rencontres étranges. Tout ça formait une image, terrifiante. Se pouvait-il que ma mère, celle que j'avais toujours considérée comme un modèle, presque une sainte, ait pu être impliquée dans le meurtre de mon père? Mais ce ne sont que des preuves indirectes, dis-je en refermant la chemise. Il n'y a rien de concret qui prouve que ma mère soit impliquée dans la disparition de mon père. Tu as raison, acquiesça Sarah. C'est précisément pour ça que je suis ici. Je suis convaincu que la preuve décisive est quelque part dans votre maison, dans ses affaires personnelles, dans des documents qu'elle cache. Et maintenant que je suis devenue ta femme, j'aurai accès à tout ça. Je me levai, sentant la colère monter en moi.
Tu veux te servir de moi pour fouiller dans les affaires de ma mère? Chercher des preuves contre elle? Tu crois vraiment que je vais t'aider à faire ça? Sarah se leva aussi, son regard durci. Je pense que tu veux la vérité autant que moi. J'ai vu comment tu lisais le journal de ton père. J'ai vu ton regard quand tu regardais sa photo. Au fond de toi, tu doutes déjà. Tu te poses des questions que tu ne t'étais jamais posées avant. Moi, je te propose une chance d'avoir des réponses. Je ne répondis rien. Parce qu'elle avait raison. Après avoir lu ce journal, après tous ces documents, je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était. Je voulais savoir. Même si cette vérité risquait de détruire tout ce que j'avais cru jusque-là. Qu'est-ce que tu proposes, finis-je par demander. Demain soir, ta mère organise un dîner pour fêter notre mariage. On ira, on jouera le rôle du couple heureux. Et quand l'occasion se présentera, je m'éclipserai pour fouiller son bureau. Chercher ce qu'elle cache. Et si elle te surprend? Elle ne me surprendra pas, répondit Sarah avec assurance. Je sais passer inaperçu. Et ta mère sera bien trop occupée à impressionner tout le monde avec sa parfaite belle-fille. Je ne savais plus quoi penser. Une partie de moi voulait protéger maman, chasser Sarah de ma vie, oublier toute cette folie. Mais l'autre partie, celle qui doutait déjà, avait besoin de savoir. Même si la vérité faisait mal. Je vais réfléchir, dis-je enfin. Mais là, j'ai besoin d'être seul. Sarah hocha la tête. Bien sûr. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'imposer plus que nécessaire. Elle prit son sac et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. Michael, je sais que tout ça est dur à encaisser. Mais souviens-toi d'une chose, ton père t'aimait. Il voulait te protéger. Et je crois qu'il aurait voulu que tu connaisses la vérité. Sur ces mots, elle quitta la pièce, me laissant seul avec mes pensées et mes doutes. J'ai passé une nuit blanche, à relire le journal de mon père et à éplucher les documents du détective. Plus je lisais, plus mes doutes grandissaient. L'image de maman, que je gardais précieusement en moi, s'effritait comme un château de cartes. Je repensais à mon enfance, à ces rares moments où maman parlait de papa. Toujours avec amertume. Elle répétait qu'il nous avait trahis, qu'il était parti pour une autre femme. J'avais grandi en le détestant, en lui en voulant. Mais si, pendant tout ce temps, j'avais haï l'homme qui m'aimait plus que tout? Un homme qui, peut-être, avait été tué par sa propre femme? Au matin, ma décision était prise. J'allais aider Sarah à chercher des preuves. Pas parce que je lui faisais entièrement confiance, mais parce que j'avais besoin de savoir. Si maman était innocente, l'enquête le montrerait. Mais si ce n'était pas le cas? Je n'osais même pas y penser. Je ne savais pas ce que je ferais si j'apprenais qu'elle était vraiment impliquée dans la mort de mon père. Le dîner était prévu à 19h. Maman vivait dans un grand manoir à la campagne, qu'elle avait acheté quelques années après la disparition de papa. J'avais toujours cru que c'était la récompense de son travail acharné, le fruit du succès de sa société. Maintenant, je ne pouvais m'empêcher de me demander si ce luxe n'avait pas été construit sur le sang de mon père. Sarah était prête à 5h. Elle portait une robe de soirée élégante, un maquillage discret. Je remarquai qu'elle avait pris son carnet, celui qu'elle utilisait pour communiquer en société. Une partie de notre mensonge. Une partie de notre mise en scène. Tu as pris ta décision, demanda-t-elle quand nous montâmes en voiture. Oui, répondis-je. Je veux connaître la vérité. Mais si jamais j'apprends que tu m'as menti, que tout ça n'était qu'un moyen de salir ma mère. Je ne mens pas, m'interrompit Sarah. Moi aussi, je veux être sûr. Si ta mère est innocente, je serai la première à l'admettre. Mais toutes les preuves racontent une autre histoire. Le trajet se fit en silence. Je pensais à ce moment qui approchait. Revoir maman. Lui sourire. Lui parler, alors que je la soupçonnais d'un crime monstrueux. Faire semblant d'être un jeune marié comblé, alors que tout en moi criait de peur et de confusion. Maman nous accueillit sur le pas de la porte, rayonnante. Elle m'enlaça, m'embrassa sur les 2 joues, puis se tourna vers Sarah et la serra elle aussi dans ses bras, avec une tendresse qui me semblait soudain fausse. « Mes chéris, je suis tellement heureuse de vous voir. Alors, cette première nuit dans votre nouveau chez vous? Tout s'est bien passé ?» Je hochai la tête, incapable de parler.
Sarah sourit et fit quelques gestes. À ma grande surprise, maman sembla les comprendre. Oui, ma belle, moi aussi j'espère que vous serez très heureux, répondit-elle à Sarah, puis se tourna vers moi. Michael, tu as l'air fatigué. Tout va bien? Oui, maman, je n'ai juste pas beaucoup dormi, répondis-je, essayant d'avoir l'air naturel. Beaucoup d'émotions, ces derniers jours. C'est normal, mon chéri, dit-elle en hochant la tête. Allez, entrez au salon. Les invités commencent à arriver. Le salon était rempli de monde, beaucoup de visages familiers de notre mariage. Des partenaires d'affaires de maman, ses amis, quelques membres éloignés de la famille. Tous souriaient, nous félicitaient, vantaient les mérites de cette charmante jeune femme muette qui, selon eux, m'allait si bien. Je jouais mon rôle à la perfection. Je souriais, remerciais pour les vœux, tenais Sarah par la main. Elle aussi jouait sa partition sans faute, un sourire discret, quelques gestes crédibles en langue des signes, parfois une réponse griffonnée dans son carnet. Maman brillait, comme toujours. Élégante, sûre d'elle, elle était le cœur de la fête, l'hôtesse idéale, la mère aimante. En la regardant, il était difficile d'imaginer que cette femme ait pu être mêlée à la mort de son mari. Et pourtant, je revoyais les mots de mon père dans son journal, sa peur, ses soupçons. Et mes doutes reprenaient le dessus. Après le dîner, maman invita les invités à la serre, où un buffet de dessert avait été dressé. Sarah se pencha vers moi et murmura tout bas. C'est le moment. Gagne du temps, occupe-la quelques minutes, je vais essayer de me glisser dans son bureau. Je hochai la tête, le cœur battant à m'en couper le souffle. Je m'approchai de maman et lui pris doucement le bras. Maman, tu as une minute? J'aimerais te demander quelque chose. Bien sûr, mon chéri, répondit-elle en souriant. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'emmenai dans un coin un peu plus tranquille de la serre. Du coin de l'œil, j'aperçus Sarah qui quittait discrètement la pièce. Je voulais juste savoir ce que tu penses de Sarah, dis-je, tentant désespérément de gagner du temps, tu es contente de ton choix. Le visage de maman s'illumina. Oh, Michael, elle est parfaite. Si douce, si obéissante. Et on voit qu'elle t'adore. Je suis tellement heureuse de t'avoir trouvé une femme comme elle. Comment tu l'as rencontrée, demandai-je, réalisant soudain que je ne le savais même pas, tu m'as dit qu'elle était orpheline, qu'elle avait grandi dans une petite ville. Mais comment tu as entendu parler d'elle? Le visage de maman changea imperceptiblement. Une ombre de gêne passa dans son regard. Mais elle se reprit vite. Par des connaissances, mon ange. Tu sais, dans mon réseau, j'ai beaucoup de contacts. Quelqu'un a parlé d'une fille qui cherchait à s'en sortir, j'ai été curieuse. Au début, je pensais l'engager comme aide ménagère, mais quand je l'ai vue si jolie, si calme, j'ai pensé qu'elle ferait une épouse parfaite pour toi. Et je crois que je ne me suis pas trompé, non? Elle sourit, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Oui, bien sûr, acquiesçai-je, sentant la tension monter en moi. Tu ne saurais pas, par hasard, son nom de jeune fille? Elle l'a mis sur les papiers du mariage, mais je n'y ai pas prêté attention. Maman fronça légèrement les sourcils. Pourquoi tu veux savoir ça, Michael? Quelle importance? Elle s'appelle Thompson maintenant, comme toi. Juste par curiosité, répondis-je en haussant les épaules. J'ai envie d'en apprendre un peu plus sur ma femme. Je crois que c'était Wilson, ou quelque chose dans le genre, répondit-elle vaguement. Honnêtement, je ne me souviens plus. Pourquoi? Elle ne te l'a pas dit? Comment elle aurait pu? Elle est muette, lui rappelai-je. Ah, oui, bien sûr, dit-elle rapidement. Eh bien, tu peux toujours lui demander, elle te l'écrira. Mais, mon chéri, je pense qu'il est temps de retourner auprès des invités. Ce n'est pas très poli de les laisser seuls. Elle se tourna vers la salle, et à ce moment-là, je vis Sarah qui revenait discrètement dans la serre. Nos regards se croisèrent, et elle m'adressa un petit signe de tête. Elle avait trouvé quelque chose. Le reste de la soirée passa dans une attente insupportable. J'étais incapable de me concentrer sur les conversations, obsédé par ce que Sarah avait bien pu découvrir dans le bureau. Finalement, les invités commencèrent à partir, et nous fîmes nos adieux à notre tour. Maman me prit dans ses bras, et j'eus l'impression qu'elle me serrait un peu plus longtemps que d'habitude, comme si elle sentait que quelque chose clochait. Soyez heureux, mes enfants,
dit-elle en jetant un regard vers Sarah, et souvenez-vous, je suis toujours là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Une fois en voiture, dès que le manoir disparut de notre champ de vision, je me tournai vers Sarah. Alors? Qu'est-ce que tu as trouvé? Elle sortit une petite clé USB de son sac. J'ai copié les fichiers de son ordinateur. Il était allumé, et il n'y avait pas de mot de passe. Elle ne s'attendait sûrement pas à ce que quelqu'un entre dans son bureau pendant la soirée. Je n'ai pas eu le temps de tout ouvrir, mais j'ai trouvé un dossier nommé David. C'est bien le prénom de ton père, non? Je hochai la tête, la gorge serrée. David, un nom que maman prononçait rarement. Et quand elle le faisait, c'était avec amertume ou colère. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier? Je ne sais pas encore. Il est protégé par un mot de passe. Mais je vais le forcer dès qu'on rentre. J'ai les outils pour ça. Nous fîmes le trajet en silence, chacun perdu dans ses pensées. Je repensais à la réaction étrange de maman quand j'avais évoqué le nom de jeune fille de Sarah. Elle avait clairement été mal à l'aise, même si elle avait tenté de le cacher. Et cette phrase. Elle ne te l'a pas dit? Comme si, l'espace d'un instant, elle avait oublié que Sarah était censée être muette. Une fois chez nous, Sarah s'installa immédiatement devant l'ordinateur et commença à fouiller les fichiers. Je l'observais, impressionné par la facilité avec laquelle elle manipulait les outils, par la vitesse de ses gestes. « Tu n'es clairement pas une fille d'un petit village, dis-je doucement. Où as-tu appris tout ça ?» Sarah me jeta un rapide regard. Ma mère était développeuse. Elle m'a appris beaucoup de choses. Et après sa mort, j'ai continué à me former seule. J'ai dû devenir experte dans plein de domaines pour pouvoir reprendre le flambeau. Son flambeau? Tu veux dire, l'enquête sur ma mère? Oui, répondit simplement Sarah, les yeux rivés à l'écran. C'est devenu le but de ma vie. Découvrir ce qui est vraiment arrivé à David. Je la regardais, cette femme belle, intelligente, déterminée est devenue ma femme sous un faux prétexte, qui s'était servi de moi pour arriver à ses fins. Et pourtant, chose étrange, je n'arrivais pas à lui en vouloir. Peut-être parce que je commençais à comprendre ses raisons. Peut-être parce que, moi aussi, je voulais connaître la vérité. C'est presque fini, dit Sarah après quelques minutes. La protection n'est pas très complexe. Encore 2 minutes, et on pourra voir le contenu du dossier. Je m'assis à côté d'elle, le cœur battant. Que allions-nous découvrir dans ces fichiers? La preuve que maman était innocente, ou des éléments prouvant son implication dans la disparition de papa. Voilà, dit-elle enfin. C'est bon. Le dossier s'ouvrit. À l'intérieur, des dizaines de fichiers. Des photos, des documents, des notes. Sarah commença à les ouvrir un par un. Les photos montraient mon père dans différentes situations, au travail, à la maison, avec moi. Certaines semblaient prises à la dérobée, comme si quelqu'un l'avait suivi. Les documents, eux, étaient des rapports d'un détective privé qui avait surveillé mon père dans les mois précédant sa disparition. Tout y était, ses déplacements, ses rendez-vous, ses conversations. Ta mère le faisait suivre, dit Sarah à voix basse. Elle savait tout de ses moindres faits et gestes. Je restais silencieux, sidéré. Pourquoi aurait-elle eu besoin de le faire surveiller? Parce qu'elle croyait qu'il la trompait comme elle me l'avait toujours dit? Ou y avait-il une autre raison? Le dernier fichier était un document texte intitulé * plan *. Sarah l'ouvrit, et nous nous figeâmes en lisant. C'était un plan détaillé pour éliminer mon père. Des dates, des lieux, les noms de personnes à engager. Le montant exact à verser. Et cette phrase à la fin. Après l'élimination de David, la start-up me revient intégralement. Michael reste avec moi. Aucun contact avec la famille de David. Je sentis la nausée me monter à la gorge. Ça ne pouvait pas être vrai. Maman, cette femme qui m'avait élevé, qui m'avait toujours parlé d'honnêteté, de morale, n'avait pas pu rédiger un plan pour faire tuer son mari. Mon père. Ça peut être un faux, dis-je en détournant les yeux de l'écran. Quelqu'un a très bien pu glisser ces fichiers sur son ordinateur. Sarah secoua la tête. Regarde les dates de création des fichiers, Michael. La plupart remontent à plus de 20 ans, juste après la disparition de ton père. Et ils ont été mis à jour régulièrement, la dernière fois il y a quelques mois. Ce n'est pas un montage. C'est un véritable dossier, que ta mère conserve depuis tout ce temps.
Je me levai, les jambes tremblantes. J'avais besoin de sortir, de respirer, de réfléchir. Mais à ce moment-là, la sonnette retentit. Sarah et moi échangeâmes un regard inquiet. Il était presque minuit. Qui pouvait venir à une heure pareille? Je m'approchai de la porte, regardé par le Judas, et restai figé. Maman était là, sur le pas de la porte. « Michael, ouvre, c'est moi, dit-elle calmement. Je sais que vous êtes là, je vois la lumière aux fenêtres. » Je me retournai vers Sarah, l'interrogeant du regard. Elle ferma rapidement tous les fichiers, éteignit l'ordinateur et me fit un signe affirmatif. « Bonsoir, maman, dis-je en ouvrant la porte. Qu'est-ce que tu fais ici à une heure pareille? » Maman entra dans l'appartement, scrutant chaque recoin avec une attention étrange. « Je voulais juste m'assurer que tout allait bien, dit-elle en avançant vers le salon, où Sarah était assise. Après la fête, j'ai eu une drôle d'impression. Comme si quelque chose clochait. Elle posa les yeux sur Sarah, et je vis passer dans son regard quelque chose de nouveau. De la suspicion? De l'hostilité? Où est Michael? Demanda-t-elle à Sarah, comme si elle avait oublié qu'elle était censée être muette. Sarah la regarda, interloquée, puis se tourna vers moi. Maman suivit son regard et, me voyant, sembla un instant déstabilisée. « Ah, tu es là, mon fils. Excuse-moi, je suis un peu fatigué après la soirée. » J'entrai dans le salon, sentant la tension monter d'un cran à chaque seconde. « Maman, tout va bien, vraiment. On était juste fatigués, on allait se coucher. » Bien sûr, dit-elle en hochant la tête, mais elle ne fit aucun geste pour partir. Au contraire, elle s'installa dans un fauteuil, juste en face de Sarah. Je voulais simplement vérifier que tout allait bien. Tu sais, le cœur d'une mère sent quand quelque chose ne tourne pas rond. Elle ne quittait pas Sarah des yeux. Je vis celle-ci se redresser, comme si elle se préparait à quelque chose. Tu sais, Michael, commença maman, toujours fixée sur Sarah. J'ai toujours tout fait pour ton bien. Toujours. Je t'ai protégé de tout ce qui aurait pu te blesser. Je sais, maman, répondis-je, la gorge serrée. Tu as toujours été là pour moi. Et je le serai toujours, dit-elle en hochant doucement la tête. Même si ça veut dire prendre des décisions difficiles. Même si ça veut dire éliminer ceux qui menacent notre bonheur. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, et un frisson glacé me parcourut l'échine. Parla-t-elle de mon père? Ou de Sarah? Sarah se leva lentement, comme prête à agir. Maman se leva aussi. Elle se faisait face, telles deux prédatrices sur le point de bondir. Tu sais, Michael, dit maman sans quitter Sarah des yeux, j'ai toujours su repérer le mensonge. Et là, maintenant, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Ta femme n'est pas celle qu'elle prétend être. De quoi tu parles, maman, demandai-je, même si, au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Elle n'est pas muette, lança-t-elle d'un ton sec. Et je pense qu'elle est entrée dans ta vie pour une raison bien précise. Sarah esquissa un sourire ironique, puis, à ma grande surprise, prit la parole. Vous avez raison, Elisabeth. J'ai bel et bien une raison. Je suis là pour découvrir ce que vous avez fait à mon oncle. Maman ne sembla pas choquée d'entendre sa voix. On aurait dit qu'elle s'y attendait. Je comprends, dit-elle en hochant lentement la tête. Tu viens de la famille de David. J'aurais dû m'en douter. Mais qui es-tu exactement? Il n'avait qu'un enfant. Michael. Je suis la fille de sa sœur, répondit Sarah. Karen Johnson. Celle chez qui David comptait envoyer Michael, juste avant sa disparition. Le visage de maman se décomposa. Sarah avait touché un point sensible. Karen a toujours été un problème, murmura maman avec amertume. Elle ne comprenait rien à ce qui était bon pour David. Et je vois qu'elle a élevé une fille aussi bornée et naïve qu'elle. Vous l'avez tuée, dit Sarah sans détour. Et nous allons le prouver. Maman éclata d'un rire sec, glacial. Le prouver? Avec quoi? Vous n'avez rien. Vous n'avez jamais rien eu, et vous n'aurez jamais rien. On a son journal, répliqua Sarah. Ses craintes, ses soupçons à votre sujet. Et maintenant, on a aussi les fichiers de votre ordinateur. Le regard de maman se posa sur moi. Dans ses yeux, je vis un mélange de choc et de colère.
Tu l'as laissé fouiller dans mes affaires? Dans mon ordinateur? Tu m'as trahi, Michael. Je veux connaître la vérité, maman, répondis-je d'une voix calme. La vérité sur papa. Sur ce qui lui est arrivé. La vérité, répéta-t-elle, son ton devenant dur. La vérité, c'est que ton père était faible. Il avait créé une entreprise, oui, mais il n'avait pas le courage de la diriger comme il faut. Il voulait faire les choses correctement, honnêtement. Mais dans les affaires, il n'y a pas de place pour l'honnêteté, Michael. Il n'y a que la force et la volonté. Et quand il a compris que j'étais prête à tout pour réussir, il a eu peur. Il voulait partir, t'emmener avec lui, me priver de tout. C'est pour ça que vous l'avez tué, demanda Sarah. Maman sourit. Et ce sourire était plus terrifiant que n'importe quel cri. J'ai protégé mes intérêts. Et les tiens aussi, Michael. Grâce à mes décisions, tu as grandi dans le confort, tu as eu la meilleure éducation, tu es devenu un homme accompli. Et si David t'avait emmené? Tu aurais grandi dans un trou perdu, sans avenir, sans espoir. Je regardais ma mère sans la reconnaître. Cette femme froide, calculatrice, n'était plus celle que j'avais connue toute ma vie. Ou peut-être que je ne l'avais jamais vraiment vue telle qu'elle était? Tu es en train d'avouer que tu as tué mon père, demandai-je, la gorge serrée, les larmes aux yeux. Maman s'approcha, tendit la main vers mon visage, mais je reculai. J'ai fait ce que je devais faire, Michael. Pour nous. Pour notre avenir. Et je ne laisserai personne, surtout pas une gamine sortie du passé, détruire ce que j'ai construit pendant 25 ans. Puis elle se tourna brusquement vers Sarah. Et toi, retiens bien ça, ma jolie, je ne suis pas du genre à baisser les bras. Si tu crois que tu peux prouver quoi que ce soit contre moi, tu te trompes lourdement. D'autres, plus malins que toi, ont essayé. Tu sais où ils sont, maintenant? L'un d'eux, mon oncle, est au fond d'un lac, répliqua Sarah avec défi. Et ma mère est morte dans un accident de voiture suspect, il y a 5 ans. Elle aussi croyait pouvoir te faire tomber. Et toi, tu étais derrière tout ça, pas vrai? Maman ne répondit rien. Mais son regard en disait long. Et à cet instant, quelque chose se brisa en moi. Cette femme, ma mère, avait le sang de mon père sur les mains. Et peut-être aussi celui de sa sœur. Qui d'autre encore? Va-t'en, maman, dis-je doucement. Pars, et ne reviens plus. Elle me regarda, sincèrement choquée. Tu l'as choisie, elle? Cette menteuse? À la place de moi, la femme qui a tout sacrifié pour toi. Je choisis la vérité, répondis-je. Et si ce que tu as dit est vrai, alors je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Maman se redressa, le regard glacé. Très bien, Michael. Tu as fait ton choix. Mais souviens-toi d'une chose, j'ai toujours obtenu ce que je voulais. Et personne, même pas mon propre fils, ne m'empêchera d'y arriver. Elle tourna les talons et marcha vers la porte. Mais avant de sortir, elle s'arrêta sur le seuil. Et toi, Sarah? Ta mère aussi croyait qu'elle pourrait me vaincre. Jusqu'à ce que sa voiture tombe du ravin. Réfléchis bien à ça. Elle claqua la porte derrière elle. Sarah et moi restâmes figés dans le salon, sonnés par ce qui venait de se passer. Elle a avoué, dit Sarah d'une voix basse. Elle a pratiquement reconnu qu'elle avait tué ton père. Et ma mère. Je hochai la tête, incapable de parler. Ma mère, une meurtrière. Et le pire, c'était qu'elle ne ressentait aucun remords. Et maintenant, demandai-je enfin, retrouvant ma voix. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? On peut faire quelque chose? Sarah s'approcha de l'ordinateur et l'alluma. Les fichiers que j'ai copiés contiennent assez d'informations pour intéresser la police. Et puis, il y a sa confession. Dommage qu'on n'ait pas enregistré la conversation. Elle n'a rien dit d'explicite, fis-je remarquer. Elle a tourné autour du pot, elle pourrait tout nier. Et je ne suis pas sûr que les fichiers soient recevables comme preuve. On les a obtenus de manière illégale. Sarah resta silencieuse un instant, pensive. Tu as raison. Il nous faut plus. Quelque chose qui la relie directement à la disparition de ton père. Je me laissai tomber sur le canapé, vidé. Et si ça n'existait pas? Si elle avait tout planifié si bien qu'il n'y ait jamais de preuve. Sarah vint s'asseoir à côté de moi, prit ma main dans la sienne.
alors on trouvera un autre moyen d'obtenir justice. Je n'abandonnerai pas, Michael. Pas après tout ce qu'on a découvert. Pas maintenant qu'on est si proche de la vérité. Je la regardais. Cette femme déterminée, courageuse, était entrée dans ma vie sous de faux semblants. Mais elle m'avait apporté la vérité. Douloureuse, insoutenable, mais vraie. Je vais t'aider, dis-je. Quoi qu'il arrive, je veux que la vérité sur mon père soit révélée. Et je veux que ma mère, qu'Elisabeth réponde de ce qu'elle a fait. Sarah serra ma main plus fort. On y arrivera. Ensemble, promit-elle. Pour ton père. Pour ma mère. Pour tout ce qu'elle a détruit. Cette nuit-là, nous ne dormîmes pas. On resta dans le salon, à passer les fichiers en revue, à discuter de la suite. Sarah me parla de son enfance, de la manière dont sa mère n'avait jamais cru à l'histoire d'un accident, de sa détermination à faire éclater la vérité. Maman disait toujours que ton père était un homme exceptionnel, confia Sarah. Gentil, droit, intègre. Il t'adorait. Il gardait des photos de toi dans son portefeuille, les montrait à tout le monde. Quand il a disparu, elle a essayé d'obtenir ta garde. Mais ta mère, elle a utilisé ses contacts, son influence. Et le tribunal lui a donné raison. Mais pourquoi elle n'a jamais essayé de me contacter? Même plus tard, quand j'étais grand? Elle a essayé, soupira Sarah. Quand tu avais 16 ans, elle t'a envoyé une lettre. Mais elle est revenue non ouverte, avec la mention « destinataire a refusé la réception ». Et quand elle a tenté de t'approcher à la sortie de l'école, il y avait des gardes autour de toi. Je me rappelais vaguement qu'au lycée, il y avait effectivement des hommes costauds qui m'attendaient à la sortie. Maman les appelait « mesures de sécurité » à cause de son statut dans les affaires. Ta mère a tout fait pour t'isoler de la famille de ton père, poursuivit Sarah. C'était dans son intérêt. Tu étais sa carte maîtresse, sa preuve que tout allait bien. Une femme d'affaires brillante, une mère aimante, une vie parfaite. Qui aurait pu soupçonner une telle femme d'avoir tué son mari? Au petit matin, nous avions un plan. Il nous fallait une preuve irréfutable. Quelque chose qu'elle ne pourrait pas expliquer comme une coïncidence. Pour cela, on devait retourner dans sa maison, fouiller ses papiers personnels, remonter dans son passé. C'est dangereux, me prévint Sarah. Elle sait déjà qu'on la soupçonne. Elle sera sur ses gardes. Je sais, acquiesçai-je. Mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve cette preuve. Nous décidâmes que je tenterais de me réconcilier avec elle. Lui dire que j'avais réagi sous le coup de l'émotion, que je regrettais mes paroles. Cela nous permettrait de nous rapprocher à nouveau, d'avoir accès à sa maison, à ses documents. Sarah, de son côté, continuerait à jouer le rôle de l'épouse douce et repentie. Nous dirions à maman que Sarah, prise de panique en découvrant son pouvoir et son influence, avait tout avoué et que je l'avais convaincue de tourner la page. Un plan risqué, mais nous n'avions rien de mieux. Le jour même, j'appelai maman. Comme prévu, sa voix était froide, distante. « Qu'est-ce que tu veux, Michael » lança-t-elle sans même dire bonjour. « Te parler, maman » répondis-je en tentant de paraître sincère. « J'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Je crois que j'ai été injuste avec toi. »« Vraiment » dit-elle d'un ton sceptique. « Et tous ces reproches. Ces soi-disant preuves que ta femme aurait trouvées. » Je me suis occupé d'elle, dis-je. Elle a eu peur, maman. Quand elle a compris qui tu étais, ton pouvoir, ton influence. Elle pensait pouvoir trouver quelque chose contre toi, mais elle s'est vite rendue compte que c'était stupide. Et dangereux. Et tu l'as cru, ricana maman. Après tout ce qu'elle a fait? C'est ma femme, répondis-je. Et je dois lui donner une seconde chance. C'est ce que tu m'as toujours appris, non? Pardonner à ceux qui regrettent sincèrement. Maman resta silencieuse un moment. Je pouvais presque sentir physiquement qu'elle analysait mes mots, les soupesait, cherchait le moindre piège. Très bien, dit-elle enfin. Venez ce soir. Tous les deux. On parlera. Merci, maman, soufflai-je avec un soulagement que je n'eus même pas besoin de feindre. On sera là à 19h. Quand je raccrochai, Sarah me regarda, inquiète. Elle a accepté trop facilement, dit-elle. C'est louche. Je sais, acquiesçai-je. Mais on n'a pas le choix. C'est notre seule chance d'approcher.
Nous passâmes la journée à nous préparer. Sarah répétait son rôle de femme douce et repentante. Je m'exerçais à ma version des faits, aux mots que je devrais prononcer, à mes excuses. Le soir venu, nous étions prêts. Du moins physiquement. Moralement, j'étais brisé. J'allais devoir regarder en face celle que j'avais toujours idéalisée, tout en sachant ce dont elle était capable. Il me faudrait sourire, l'enlacer, lui dire que je l'aimais, tout en cherchant les preuves de ses crimes. Maman nous accueillit à l'entrée de la maison, toujours aussi élégante et maîtrisée. Elle me prit dans ses bras, mais son étreinte était froide, presque protocolaire. À Sarah, elle se contenta d'un signe de tête, sans cacher sa méfiance. « Entrez », dit-elle en nous laissant passer. J'ai préparé le dîner. Nous allâmes dans la salle à manger, où une table pour 3 était dressée. Maman servit le vin dans les verres et proposa un toast à la réconciliation, à un nouveau départ. Nous trinquâmes. Je remarquai que Sarah ne fit qu'humecter ses lèvres, sans vraiment boire. Maman, au contraire, vida son verre d'un trait avant de se resservir aussitôt. La conversation fut tendue dès le début. Maman me questionna sur mon travail, mes projets. Je répondais du mieux que je pouvais, essayant de paraître naturel, tout en sentant que chacun de mes mots sonnait faux. Sarah restait en retrait, parlant peu. La scène se jouait comme prévu, mais je voyais bien que maman ne croyait rien de ce qu'on disait. Après le repas, elle proposa de passer au salon. Nous nous y installâmes, poursuivant cet étrange échange, lorsque soudain elle se leva. « Vous savez quoi, les enfants ?» dit-elle avec un sourire forcé. « Puisqu'on a décidé de repartir à zéro, buvons du champagne pour fêter ça. J'ai une bouteille de vintage dans la cave. » Elle sortit de la pièce. Dès que la porte se referma derrière elle, Sarah se tourna vers moi. « Il y a un truc qui cloche », chuchota-t-elle. Elle agit bizarrement. « Je sais », répondis-je. Elle ne croit pas un mot de ce qu'on lui dit. Mais c'est notre moment. Pendant qu'elle est à la cave, on peut fouiller. Non, secoua la tête Sarah. C'est un piège. Elle nous a laissés seuls exprès. Elle veut voir si on va toucher à ses affaires. Je compris qu'elle avait raison. Maman était bien trop intelligente pour commettre une erreur aussi évidente. Si elle nous avait laissés seuls, c'était forcément pour une raison. Alors qu'est-ce qu'on fait, demandai-je. On ne peut pas juste rester là à attendre. C'est exactement ce qu'on doit faire, répondit Sarah d'un ton ferme. On reste assis, on attend. On lui montre qu'on est vraiment venu pour faire la paix, pas pour fouiller. Nous restâmes dans le salon, parlant de tout et de rien, au cas où elle nous écouterait. Et effectivement, quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Elle entra avec une bouteille de champagne et 3 flûtes posées sur un plateau. « Me voilà », dit-elle en souriant. Mais dans son regard, je vis une ombre de déception. Elle avait espéré nous surprendre en train de fouiller dans ses affaires. « Vous ne vous êtes pas ennuyé sans moi, j'espère ?» « Non, maman », répondis-je. On parlait juste de la façon dont on allait aménager notre appartement. « Parfait », fit-elle en hochant la tête en versant le champagne. À ce nouveau départ. Nous trinquâmes. Cette fois, Sarah vida son verre d'un trait. Maman la regarda avec un petit sourire en coin qui me mit mal à l'aise. Nous restâmes encore une bonne heure dans le salon, à maintenir une conversation artificielle. Maman parlait de ses projets pour l'entreprise, de nouveaux partenariats. Je hochais la tête, faisais mine d'écouter. Sarah, elle, semblait absente, comme perdue dans ses pensées. Finalement, maman jeta un œil à l'horloge. « Il se fait tard, dit-elle. Vous devriez peut-être passer la nuit ici. Il y a assez de chambres. » « Merci, maman, répondis-je. Mais on préfère rentrer. Sarah a un rendez-vous médical demain matin. Un médecin, répéta maman, avec un éclat étrange dans les yeux. Quelque chose de grave? Non, juste un contrôle de routine, dis-je rapidement, regrettant aussitôt cette improvisation. Ce détail ne faisait pas partie de notre version. Je vois, dit-elle en hochant la tête, mais je vis dans ses yeux qu'elle avait perçu le mensonge. Très bien. Je ne vous retiens pas. Nous la saluâmes. Elle m'embrassa une nouvelle fois, mais ignora complètement Sarah. Une fois dans la voiture, alors que nous nous éloignions du domaine, Sarah se tourna vers moi. Elle essaie de nous séparer, dit-elle. Tu vois comment elle agit? Elle veut que tu te sentes obligé de choisir entre elle et moi.
Je sais, répondis-je en hochant la tête. C'est sa technique préférée. Elle l'a toujours utilisée. Mais cette fois, ça ne marchera pas. Sur le chemin du retour, je remarquai que Sarah avait l'air étrange. Elle était pâle, ses yeux étaient voilés. Ça va, demandai-je, de plus en plus inquiet. Je sais pas trop, répondit-elle d'une voix faible. Je me sens bizarre, j'ai la tête qui tourne. C'est à cause du champagne, suggérai-je. Tu n'as presque rien mangé ce soir. Peut-être, murmura-t-elle en hochant la tête, mais je voyais bien qu'elle allait de plus en plus mal. Quand nous arrivâmes enfin à l'appartement, Sarah tenait à peine debout. Je l'aidai à entrer, la soutins jusqu'à la chambre. Elle s'effondra sur le lit, respirant avec difficulté. Quelque chose cloche, souffla-t-elle. Ce n'est pas juste du champagne. Je le sens, je peux pas. Ses yeux se fermèrent, et elle perdit connaissance. Je me précipitai vers mon téléphone pour appeler les urgences, mais à ce moment-là, on sonna à la porte. J'ouvris sans réfléchir, et je la vis. Maman. Debout sur le seuil, avec ce même sourire étrange qu'elle avait eu dans le salon. J'avais oublié de vous laisser le dessert, dit-elle en tendant une petite boîte. Comment va Sarah? Elle se sent déjà moins bien. Je restai figé. Le sens de ces mots me frappa comme une gifle. Qu'est-ce que tu lui as fait, murmurai-je, envahi par l'horreur. Qu'est-ce que tu lui as fait? Maman entra tranquillement dans l'appartement et referma la porte derrière elle. Rien de grave, Michael. Juste un peu de somnifère. Elle dormira jusqu'au matin. Elle se sentira un peu vaseuse demain, c'est tout. À condition que tu fasses ce qu'il faut. Tu l'as empoisonnée, soufflai-je, incrédule. Ta propre belle-fille. La femme de ton fils. Ne dramatise pas, répondit-elle d'un ton sec. Je voulais simplement te parler en tête-à-tête. Sans qu'elle interfère. Tu ne m'as pas laissé le choix en insistant pour rentrer chez vous. Elle alla s'installer dans un fauteuil du salon. Je la suivis, glacée. Alors voilà, dit-elle calmement, je sais que tu ne me fais pas confiance. Je sais que vous mijotez quelque chose, tous les deux. Et je veux te proposer un marché. Un marché, répétai-je, encore sous le choc. Oui, un marché, confirma-t-elle. Tu arrêtes ces absurdes accusations. Tu oublies la vérité sur ton père. Tu divorces de cette Sarah, tu l'effaces de ta vie. Et en échange, je ne lui fais rien. Je la laisse partir. Libre. Et si je refuse, demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Maman sourit. Et ce sourire valait toutes les menaces du monde. Alors, je crains qu'un malheur ne s'abatte sur ta petite femme. Comme il s'est abattu sur sa mère. Comme il s'est abattu sur ton père. Je la regardais, cette femme que j'avais appelée maman toute ma vie. Et je ne la reconnaissais plus. Était-elle toujours été comme ça? Froide. Calculatrice. Capable de tuer. Tu ne t'en sortiras pas cette fois, dis-je à voix basse. Pas cette fois. Si, répondit-elle avec assurance. Comme toujours. J'ai le pouvoir, l'argent, les contacts. Et vous? Vous avez quoi? Des fichiers volés, irrecevables devant un tribunal. Un vieux journal, que n'importe qui aurait pu écrire. Ce n'est pas suffisant, Michael. Et tu le sais. Elle se leva, s'approcha de moi et posa une main sur mon épaule. Je me reculai aussitôt, incapable de supporter son contact. Réfléchis à ce que je t'ai proposé, dit-elle. Pour ta femme. Pour toi. Il y a des vérités qu'il vaut mieux laisser dans le passé. Sur ces mots, elle se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna. Au fait, c'était une double dose. Elle risque de ne pas se réveiller d'ici demain matin sans aide médicale. L'antidote est chez moi. Décide-toi vite, Michael. La porte se referma derrière elle, et je restai figé, paralysé par l'horreur et le désespoir. Sarah était en train de mourir dans la pièce à côté, et je ne savais pas quoi faire, ni à qui m'adresser. J'accourus auprès d'elle, pris son pouls. Faible, mais régulier. Sa respiration était courte, superficielle. J'essayais de la réveiller, la secouer, l'appeler par son prénom, mais elle ne réagissait pas. Appeler les secours?
Et leur dire quoi? Que ma propre mère avait empoisonné ma femme. Ils me prendraient pour un fou. Et si elle disait vrai pour l'antidote, les médecins ne sauraient peut-être même pas comment la soigner. Je cherchais désespérément une solution quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô, répondis-je, les mains tremblantes. Michael, ici Gregory Parker, dit une voix d'homme grave. Le père de Sarah. Son père, répétai-je, abasourdi. Mais Sarah m'a dit que ses parents étaient morts. Je suis son père adoptif, expliqua-t-il. Après la mort de Karen, j'ai obtenu sa garde. Écoute-moi bien, on n'a pas beaucoup de temps. Je sais ce qui s'est passé. Je sais pour l'empoisonnement. Ta mère a fait la même chose à Karen il y a 5 ans. Mais cette fois, on est prêt. Qui êtes-vous vraiment? Comment vous savez tout ça? J'étais le partenaire de ton père, répondit Gregory. J'ai aidé Karen dans son enquête, et après sa mort, j'ai continué. On savait que ta mère essaierait de faire taire Sarah dès qu'elle découvrirait qui elle était. On s'y était préparé. Comment avez-vous eu mon numéro? Comment vous avez su pour l'empoisonnement? Je bombardais l'inconnu de questions, sans savoir si je pouvais vraiment lui faire confiance. Sarah portait un émetteur, expliqua-t-il. Un petit dispositif cousu dans ses vêtements. Elle pouvait l'activer en cas de danger. Et ce soir, elle l'a fait, dès qu'elle a ressenti les premiers symptômes. Et maintenant, demandai-je, prêt à croire cet homme, faute d'alternative. Quelqu'un est en route chez toi, répondit Gregory. Un médecin. Il sait quoi faire. Il sera là dans 10 minutes. Ensuite, on parlera. Longuement. De ton père, de ta mère et de ce qu'il faut faire maintenant. J'acceptais, prêt à tout pour sauver Sarah. 10 minutes plus tard, comme annoncé, on frappa à la porte. Un homme de petite taille, aux cheveux gris, avec une mallette médicale, se tenait sur le seuil. « Elle est où ?» demanda-t-il sans perdre une seconde. Je le conduisis à la chambre. Il s'agenouilla aussitôt auprès de Sarah, ouvrit sa mallette, sortit des ampoules, des seringues, prépara une injection. « C'est l'antidote ?» demandai-je. « Quelque chose dans le genre » répondit-il en hochant la tête. « Ta mère utilise un cocktail particulier de somnifères et d'autres substances. On connaît sa composition. Et on sait comment le contrer. » Il fit une injection à Sarah, puis lui installa une perfusion contenant un liquide transparent. « Maintenant, il faut attendre, dit-il. Dans 1 heure, elle devrait aller mieux. » Je restai assis à côté d'elle, lui tenant la main, sentant peu à peu son pouls devenir plus fort, sa respiration plus profonde. 1 heure plus tard, comme l'avait promis le médecin, elle ouvrit les yeux. « Michael » murmura-t-elle en essayant de faire le point. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Ma mère t'a empoisonné » répondis-je en serrant sa main. « Mais tout va bien maintenant. Tu es entre de bonnes mains. » Elle voulut se redresser, mais le médecin l'en empêcha doucement. « Restez allongée, Sarah, dit-il calmement. Vous devez reprendre des forces. »« Docteur Lewis, dit-elle avec étonnement en le reconnaissant. Vous êtes là. Votre père m'a appelé, acquiesça-t-il. Vous avez activé le transmetteur, et on a réagi immédiatement. Je les regardais, toujours perdu dans ce cauchemar éveillé. Qui étaient ces gens? Quel était leur lien exact avec Sarah, avec mon père? Que savait-il de ma mère que j'ignorais encore? Il faut que j'explique tout à Michael, murmura Sarah en essayant de se redresser à nouveau. Il doit connaître toute la vérité. Vous aurez le temps, répondit doucement le docteur Lewis. Mais pour l'instant, vous devez vous reposer. Gregory va bientôt arriver, il pourra tout lui raconter. Je quittai la chambre, laissant Sarah entre les mains du médecin, et me rendis au salon. Ma tête bourdonnait, submergée de questions, d'émotions, de la conscience que ma mère avait réellement tenté de tuer ma femme comme elle avait probablement tué mon père. La sonnette me tira de mes pensées. Sur le seuil se tenait un homme grand, aux cheveux gris et aux yeux d'un gris perçant. Je sus immédiatement que c'était Gregory Parker. « Bonjour, Michael, dit-il en entrant. On se rencontre enfin. » Je le fis entrer dans le salon. Nous nous assîmes face à face. Je l'observais, essayant de deviner qui il était vraiment, ce qu'il savait, et quelle place il avait occupée dans la vie de mon père, de Sarah, et peut-être aussi dans la mienne. « Qui êtes-vous » demandai-je sans détour.
J'étais l'ami de ton père, répondit Grégory. On a monté notre première entreprise ensemble, on était partenaires. Mais j'ai fini par partir. Je ne partageais pas les méthodes de ta mère. Elle me trouvait trop faible, pas assez ambitieux. Moi, je la trouvais sans scrupules et trop dure. Mais David et moi sommes restés amis, même si on se voyait moins. Elisabeth n'aimait pas notre amitié. Je scrutais son visage, à la recherche d'un signe, d'un détail qui pourrait me rassurer ou éveiller mes soupçons. Je n'y vis que de la fatigue et une sincérité profonde dans son regard. Parlez-moi de mon père, soufflai-je. Pas comme maman me l'a décrit. Parlez-moi de lui comme vous l'avez vraiment connu. Grégory passa une main dans ses cheveux poivre et sel. Son regard s'était voilé, comme s'il plongeait dans un souvenir lointain. David était un scientifique et un ingénieur brillant, commença-t-il. Mais ce qui frappait le plus chez lui, c'était son humanité. Il pouvait passer des heures à résoudre une équation complexe, puis tout lâcher pour jouer avec toi au cube comme si c'était la chose la plus importante au monde. Il ne hiérarchisait pas les gens, ni les problèmes. Chaque personne comptait. Chaque souci méritait son attention. Grégory se tut un instant, comme pour rassembler ses pensées. Et puis, il était fidèle. Fidèle à ses principes, à ses amis, à sa famille. Même à Elisabeth, malgré tout ce que son caractère avait de dur. Il voyait en elle quelque chose que les autres ne voyaient pas. Il croyait qu'au-delà de l'ambition et de la froideur, il y avait une vraie bonté. Et elle a trahi cette confiance, dis-je doucement. Grégory acquiesça. Malheureusement, oui. D'abord sur de petits détails. David était trop droit pour le monde des affaires, surtout à cette époque. Il refusait les contrats douteux, les pots de vin, les montages obscurs. Elisabeth, elle, a commencé à agir dans son dos. Au début, elle signait des accords sans le prévenir. Puis, elle a utilisé des méthodes, disons plus créatives. Et il l'a découvert quand, demandai-je. C'est venu petit à petit, répondit Grégory. Mais tout est devenu clair environ 6 mois avant sa disparition. Il est tombé sur des documents prouvant qu'Elisabeth revendait des technologies à des concurrents. Des technologies que David avait mis des années à développer. C'était son travail, son œuvre. J'essayais d'imaginer ce qu'il avait pu ressentir à ce moment-là. La douleur de comprendre que la personne en qui il avait le plus confiance trahissait non seulement leur relation, mais aussi tous ses principes. Pourquoi il n'est pas parti immédiatement, murmurai-je. Pourquoi il ne m'a pas emmené, pourquoi il n'a pas demandé le divorce? À cause de toi, répondit simplement Grégory. Il avait peur qu'en cas de séparation, Elisabeth utilise son pouvoir pour obtenir ta garde exclusive. Elle était déjà très influente. Et puis, il gardait l'espoir. L'espoir de pouvoir la raisonner, de lui faire entendre que ce n'était pas comme ça qu'on devait faire du business. Mais il n'y est pas arrivé, dis-je à voix basse. Non, secoua la tête Grégory. Elisabeth n'avait aucune intention de changer. Au contraire, elle devenait de plus en plus ambitieuse, de plus en plus froide. Et quand David a finalement décidé d'agir, quand il a préparé les papiers pour le divorce, rassemblé les preuves de ses fraudes, il était déjà trop tard. Il se tut un instant, comme s'il hésitait à dire la suite. Vous étiez en contact avec lui ce jour-là, demandai-je. Le jour de sa disparition? Oui, répondit Grégory en hochant la tête. Il m'a appelé le matin. Il était très nerveux. Il m'a dit qu'il avait trouvé des preuves, pas seulement de l'espionnage industriel, mais aussi d'un lien entre Elisabeth et la mort d'un concurrent. Un homme qui menaçait de révéler ses combines. Je sentis un frisson glacé me parcourir l'échine. Tout cela avait donc commencé aussitôt? Ma mère était-elle déjà capable de tuer à cette époque? David m'a dit qu'il allait voir son avocat, poursuivit Grégory. Ensuite, il comptait passer te prendre à la crèche pour t'emmener chez sa sœur, Karen. On devait se retrouver le soir même pour discuter de la suite. Mais il n'est jamais venu. Et après, demandai-je. Vous avez tout de suite soupçonné ma mère? Évidemment, acquiesça Grégory. Mais je n'avais aucune preuve. La police a retrouvé la voiture de David au fond d'un lac, mais pas son corps. Les enquêteurs ont conclu à un accident, il aurait perdu le contrôle du véhicule et le courant aurait emporté le corps. L'accident parfait. Mais vous saviez que ce n'était pas ça, compris-je. Oui, répondit Grégory. David conduisait très bien. Et ce tronçon de route,
il le connaissait par cœur. En plus, il m'avait dit ce matin-là qu'il avait remarqué une voiture qui le suivait ces derniers jours. Toujours la même. Et vous en avez parlé à la police? Bien sûr, répondit-il avec un sourire amer. Mais Elisabeth avait déjà ses contacts. Et sans corps, sans preuve concrète, mes déclarations ressemblaient à du délire. On m'a écouté poliment, puis on m'a remercié. Il soupira, visiblement éprouvé par ses souvenirs. Et ensuite, demandai-je. Vous avez essayé de me contacter? De me dire la vérité? Bien des fois, acquiesça Grégory. Mais Elisabeth a tout fait pour t'isoler de la vie passée de ton père. Vous avez déménagé, tu as changé d'école. Et chaque fois que j'approchais, il y avait des gardes du corps. Finalement, Elisabeth a obtenu une injonction qui m'interdisait d'approcher. Une injonction? Sur quelle base, m'étonnai-je. Elle a convaincu le tribunal que je vous harcelais, que j'étais instable mentalement, obsédé par des théories du complot, dit-il en ricanant tristement. Et puis Karen est entrée en scène. La sœur de David. Elle non plus ne croyait pas à la version officielle. Elle a commencé sa propre enquête, pour trouver des preuves contre Elisabeth. Et qu'a-t-elle découvert, demandai-je, sentant mon cœur battre plus vite. Beaucoup de choses, dit Grégory en hochant la tête. Elle a pu établir des liens entre Elisabeth et des individus au passé criminel. Elle a trouvé des témoins ayant vu des rencontres suspectes. Elle a aussi repéré des mouvements financiers étranges juste avant et après la disparition de David. Et elle aussi a essayé de me contacter, devinai-je. Oui, confirma Grégory. Mais comme moi, sans succès. Elisabeth avait un contrôle total sur toi. Il était impossible de t'atteindre. Il fit une pause, reprenant son souffle et ses idées. Et puis je suis entré dans la vie de Karen, reprit-il. On a uni nos forces pour chercher la vérité. Et au fil du temps, on s'est rapprochés. On s'est mariés. Et on a élevé ensemble Sarah, la fille de Karen issue de son premier mariage. Je jetai un regard vers la chambre, là où Sarah se remettait doucement de l'empoisonnement. Ma cousine. Ma femme. Une femme qui était entrée dans ma vie sous les traits d'une poupée docile et muette, déterminée à trouver des preuves contre ma mère. Et qui avait failli en mourir. Qu'est-il arrivé à Karen, demandai-je. Un accident de voiture, répondit Grégory, la voix tremblante. Il y a 5 ans. Elle rentrait tard chez elle, sur une route isolée. D'après la version officielle, elle aurait perdu le contrôle de sa voiture et plongé dans un ravin. Encore un accident malheureux. Mais vous saviez que ce n'en était pas un, dis-je doucement. Oui, acquiesça Théil. La veille, Karen m'avait appelé. Elle était bouleversée. Elle avait trouvé des preuves, un lien direct entre Elisabeth et les gens qui auraient pu orchestrer la disparition de David. Elle voulait tout porter à la police. Le lendemain, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Je voyais à quel point cela lui coûtait d'en parler. Même après toutes ces années, la douleur restait vive. C'est là que vous et Sarah avez décidé d'agir autrement, devinai-je. Exactement, confirma Grégory. Les accusations directes ne menaient à rien. Elisabeth était trop maligne, trop prudente, trop influente. Il fallait s'introduire dans son monde, trouver les preuves de l'intérieur. Et Sarah s'est portée volontaire. Comment, demandai-je. Comment a-t-elle pu convaincre ma mère de la choisir comme épouse pour moi? Nous avons observé Elisabeth pendant des années, expliqua Grégory. Nous connaissions ses habitudes, ses goûts, ses projets. On savait qu'elle cherchait pour toi une épouse douce et obéissante, qui ne perturberait pas votre duo. Sarah est devenue cette femme. Elle a été engagée dans une fondation caritative qu'Elisabeth soutenait. C'est là qu'elles se sont rencontrées. Et ma mère y a cru, m'étonnai-je. Elle n'a rien soupçonné. Sarah est une actrice remarquable, répondit Grégory avec un sourire. Et l'idée de la faire passer pour muette était brillante. Elisabeth adorait l'idée d'une belle fille incapable de la contredire, reconnaissante d'être acceptée dans une famille aussi puissante malgré son handicap. Je secouai la tête, encore abasourdi. Mon monde, que je croyais solide et limpide, s'écroulait. Ma mère, que j'aimais et admirais, était en réalité une meurtrière froide. Ma femme, que je venais à peine de découvrir, était ma cousine et jouait un double jeu. Et mon père, dont j'avais si peu de souvenirs, n'était pas un lâche qui avait abandonné sa famille, mais une victime,
un homme qui avait tout tenté pour me protéger. Et maintenant, soufflai-je enfin, rassemblant mes idées. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? De ces preuves. Grégory me regarda attentivement. C'est à toi de décider, Michael, dit-il gravement. Tu es le fils de David. Son sang, son héritage. Tu es le seul à pouvoir choisir quoi faire de cette vérité qu'on a mis si longtemps à découvrir. Je restai silencieux, incapable de répondre. Une partie de moi voulait fuir, échapper à cette réalité horrible, retrouver le confort d'un monde d'illusions dans lequel j'avais vécu toute ma vie. Mais une autre partie, plus forte, plus intègre, réclamait justice. Elle exigeait que la mort de mon père ne reste pas impunie. Que ma mère réponde de tout ce qu'elle avait fait. Je veux qu'elle paie, finis-je par dire. Je veux que la vérité éclate. Mais comment? Est-ce qu'on a des preuves solides, recevables devant un tribunal? Grégory prit un moment pour réfléchir. Il n'existe pas de preuves directes liant Élisabeth à la mort de David, admit-il. Et il n'y en aura sans doute jamais. Trop de temps s'est écoulé. Mais nous avons un enregistrement sur le téléphone de ton père, où Élisabeth le menace. Des documents financiers montrant des transactions suspectes avant et après sa disparition. Des témoins qui l'ont vu en compagnie de personnes douteuses. Est-ce que ça suffira, demandai-je, incertain. Peut-être pas, répondit-il. Mais il y a d'autres crimes. La mort de Karen. La tentative d'empoisonnement de Sarah hier soir. Si on parvient à obtenir des preuves concrètes sur l'un d'eux, on pourra faire tomber Élisabeth. À ce moment-là, le docteur Lewis sortit de la chambre. Sarah est réveillée, dit-il. Elle est encore faible, mais elle veut vous parler tous les deux. Grégory et moi échangeâmes un regard et nous nous dirigeâmes vers la chambre. Sarah était allongée sur les oreillers, palmait les yeux clairs. En nous voyant, elle esquissa un faible sourire. « Tu lui as tout raconté ?» demanda-t-elle à Grégory. « Oui, répondit-il. Michael connaît la vérité. Et il est prêt à nous aider à obtenir justice. » Sarah posa son regard sur moi. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Je sais combien c'est dur pour toi. Découvrir que la personne que tu as aimée toute ta vie n'était pas celle que tu croyais. » Je m'assis au bord du lit et lui pris la main. « Tu n'as pas à t'excuser, dis-je. Tu as risqué ta vie pour faire éclater la vérité, pour rétablir la justice. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi. Pour avoir été aveugle. Pour ne pas avoir compris ce qui se passait sous mes yeux. » Sarah serra ma main. « Ce n'est pas ta faute, dit-elle fermement. Élisabeth a tout fait pour te cacher la vérité, pour t'élever dans l'ignorance. Le fait que tu sois prêt à ouvrir les yeux aujourd'hui prouve ta force. Et maintenant, demandai-je. Grégory dit que les preuves risquent de ne pas suffire. Sarah échangea un regard avec Grégory, et je vis passer entre eux une forme de compréhension silencieuse. On a un plan, dit-elle. Mais il est risqué. Et pour qu'il fonctionne, on a besoin de toi, Michael. Moi, fis-je, surpris. Qu'est-ce que je peux faire? Tu es le seul en qui Élisabeth ait encore confiance, expliqua Sarah. Le seul qu'elle ne voit pas comme une menace. Et le seul qui peut la pousser à avouer. Je la regardai, commençant à comprendre ce qu'ils avaient en tête. Vous voulez que je lui arrache un aveu, demandai-je lentement. Oui, confirma Sarah en hochant la tête. On te donnera un micro, un dispositif pour tout enregistrer. Tu iras la voir, tu lui diras que tu acceptes son marché, que tu veux divorcer de moi, tirer un trait sur tout ça. Mais avant, tu lui diras que tu veux savoir la vérité. Toute la vérité sur ce qui est arrivé à ton père. Et si elle ne dit rien, demandai-je. Si elle sent le piège? Il y a un risque, admit Grégory. Mais il vaut la peine d'être pris. C'est notre seule chance d'obtenir justice. Je réfléchis. Leur plan était dangereux. Ma mère n'était pas stupide. Elle était intelligente, stratégique, méfiante. Et si elle flairait le piège, Dieu sait de quoi elle serait capable. Mais ils avaient raison. C'était la seule occasion. Et je ne pouvais pas la laisser passer. Pour mon père. Pour la vérité. Pour la justice. D'accord, dis-je enfin. Je vais le faire. Je vais lui parler. Je vais essayer d'obtenir ses aveux. Sarah sourit, et je vis briller un éclat d'espoir dans ses yeux.
Merci, dit-elle doucement. Ce n'est pas seulement pour nous. C'est important pour toi, Michael. Pour ton avenir. Pour que tu sois enfin libre de tous ces mensonges. J'acquiesçai. Elle avait raison. Quelle que soit la douleur de la vérité, elle restait préférable au plus doux des mensonges. Et j'étais prêt à l'affronter. Quel que soit son visage. Nous avons commencé à préparer l'opération. Grégory a contacté des personnes capables de s'occuper de l'aspect technique, micro, caméra discrète, relais audio. Sarah, bien que toujours faible après l'empoisonnement, m'a aidé à me préparer pour l'entretien avec ma mère. Elle m'a conseillé sur les questions à poser, les tournures à adopter, la posture à avoir pour ne pas éveiller de soupçons. Le lendemain, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit que j'avais réfléchi à sa proposition, que je voulais lui parler. Elle a tout de suite accepté. Rien d'étonnant, elle avait toujours été persuadée qu'elle pouvait me convaincre, que je finirais toujours par aller dans son sens. C'était sa faiblesse, cette fois inébranlable en son pouvoir et son influence. La rencontre était fixée pour le soir, chez elle. J'avais insisté pour venir seul, sans Sarah. Je lui avais dit qu'on devait parler en tête-à-tête, discuter de l'avenir. Maman avait accepté, mais je sentais dans sa voix une certaine tension, de la méfiance. Elle ne croyait pas complètement à ce soudain désir de réconciliation. Avant de partir, j'avais enfilé une chemise spéciale, équipée d'un micro dissimulé et d'une mini-caméra cousue dans un bouton. Le matériel était tellement sophistiqué qu'il était impossible de le détecter sans fouille poussée. Grégory et son équipe devaient rester à proximité, écouter notre échange et intervenir au moindre signe de danger. Sarah m'avait serré dans ses bras avant mon départ, fort, comme si elle craignait de ne plus jamais me revoir. « Fais attention », murmura-t-elle. « Elle est dangereuse, surtout quand elle se sent menacée. » « Je sais, » acquiesçai-je. « Mais je dois le faire. Pour mon père. Pour ta mère. Pour nous tous. » Elle se recula et planta son regard dans le mien. « Pour nous » répéta-t-elle, un peu étonnée. « Oui » répondis-je avec assurance. « On a commencé ce chemin ensemble, on ira jusqu'au bout ensemble. » Il y eut quelque chose dans ses yeux. Une lueur? De la chaleur? De l'espoir? Je ne savais pas, mais c'était vrai, profond, sincère. « Bonne chance » dit-elle simplement. « Et reviens. Promets-moi que tu reviendras. » Je l'embrassai sur le front et sortis, étrangement calme. Comme si toutes mes peurs, mes doutes, étaient restés derrière moi. Comme si, devant, il n'y avait plus qu'un chemin à suivre. Le chemin vers la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le manoir de ma mère m'accueillit dans le silence et la pénombre. D'habitude, à cette heure, la maison fourmillait de monde, gardes, personnel, assistants. Mais ce soir, on aurait dit que nous étions seuls. C'était inquiétant. Mais je fis de mon mieux pour cacher mon trouble. Maman m'attendait dans le salon. Toujours aussi élégante, impeccable, coiffée et maquillée à la perfection. Mais dans son regard, je décelai quelque chose de nouveau. De la méfiance? Du soupçon? Ou peut-être, de la peur? « Michael » dit-elle avec un sourire en se levant pour m'accueillir. « Je suis si contente que tu aies accepté de parler. » Elle m'enlaça et je lui rendis son étreinte, en essayant de ne pas penser que ces bras-là avaient peut-être ordonné la mort de mon père. « Assieds-toi » proposa-t-elle en montrant un fauteuil. « Tu veux boire quelque chose? Du vin? Un whisky? » « Non, merci » répondis-je en secouant la tête. « Je préfère garder les idées claires pour cette conversation. » Maman acquiesça, se versa un verre de vin rouge et s'assit en face de moi. « Alors » dit-elle en me fixant droit dans les yeux. « Tu disais avoir réfléchi à ma proposition. Quelle décision as-tu prise ?» Je pris une grande inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Tout allait dépendre de ma capacité à jouer le rôle à la perfection dans les minutes qui suivaient. « J'accepte » dis-je d'une voix que je voulais ferme. « Tu avais raison, maman. Ce mariage était une erreur. Sarah n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle m'a manipulé, utilisé. Je ne veux plus faire partie de son jeu. » Elle sourit, mais je vis qu'elle restait sur ses gardes. « Je suis contente que tu aies enfin ouvert les yeux, mon fils, répondit-elle. J'ai toujours su qu'un jour, tu comprendrais que je ne veux que ton bien. Mais avant qu'on tourne cette page, repris-je,
pesant chaque mot, je veux savoir la vérité. Toute la vérité. À propos de quoi, demanda-t-elle prudemment. De tout, répondis-je. De toi, de papa. De ce qui s'est réellement passé il y a 25 ans. Elle se figea, et je vis une lueur d'inquiétude traverser son regard. Mais elle reprit vite le contrôle. Pourquoi tu veux savoir ça, Michael, dit-elle en reposant son verre sur la table basse. Le passé n'a plus d'importance. Seul compte ce que nous faisons maintenant, et ce que l'avenir nous réserve. Pour moi, ça compte, insistai-je. Je veux savoir qui j'ai été toutes ces années. Le fils d'un lâche, d'un homme qui a abandonné sa famille pour une autre femme? Ou autre chose? Quelqu'un que tu ne m'as jamais laissé découvrir. Elle me fixa longuement, comme si elle hésitait à prendre un risque. Puis elle se leva, alla jusqu'au bar et se resservit un verre. « Qu'est-ce que tu veux exactement savoir » demanda-t-elle en revenant à son fauteuil. « Tout » répondis-je avec fermeté. « Pour commencer, est-ce que papa était vraiment un traître, comme tu l'as toujours dit? Est-ce qu'il nous a vraiment quittés pour une autre femme ?» Elle eut un petit rire, secoua la tête. « Non, dit-elle enfin. Il n'y a jamais eu d'autre femme. C'était une histoire que j'ai inventée pour toi, pour les autres. Une légende qui expliquait sa disparition et ma tristesse soudaine. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé, demandai-je, sentant mon cœur battre dans ma gorge. Elle but une gorgée de vin, le regard perdu quelque part au-dessus de ma tête. Ton père était un idéaliste, commença-t-elle. Honnête, droit. Trop honnête pour l'époque, pour le monde dans lequel nous vivions. Il voulait diriger notre entreprise avec transparence, dans les règles. Mais on ne pouvait pas survivre comme ça. Il fallait négocier, graisser des pattes, parfois conclure des accords douteux. Et tu as conclu ces accords sans lui en parler, devinai-je. Oui, acquiesça-t-elle. Au début, c'était des détails. Puis c'est devenu plus sérieux. Et un jour, une opportunité s'est présentée, vendre certaines de nos technologies à des concurrents. Pas les plus sensibles, bien sûr, juste ceux qui ne mettaient pas notre avenir en péril. En échange d'une somme considérable. Et papa l'a découvert, complétai-je. Oui, confirma-t-elle. Il a trouvé les documents, les preuves. Il était furieux. Il voulait divorcer, te prendre avec lui, me retirer de la société. Tout détruire. Tout ce que j'avais construit pendant des années, pour nous, pour notre avenir. Et tu ne pouvais pas le laisser faire, dis-je à voix basse. Maman me regarda longuement, comme si elle évaluait si j'étais prêt à entendre la vérité. Non, dit-elle enfin. Je ne pouvais pas. Et j'ai fait ce qu'il fallait. Pour nous protéger, pour protéger notre entreprise, notre avenir. Tu l'as tué, dis-je simplement, les yeux plongés dans les siens. Et là, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle ne nia pas, ne s'offusqua pas, ne me traita pas de fou. Elle hocha simplement la tête, une seule fois, brièvement, comme si c'était une évidence. Oui, dit-elle calmement. J'ai organisé son élimination. Pas de mes propres mains, bien sûr. J'avais des contacts, des gens capables de le faire proprement, sans laisser de traces. Je la regardais, incapable de croire ce que j'entendais. Elle venait d'avouer. Juste comme ça, sans pression, sans menace. Elle venait d'admettre avoir tué l'homme que j'avais cru toute ma vie être un lâche qui avait fui ses responsabilités. Mon père. Comment, demandai-je, la nausée montant en moi. Plus simplement que tu ne l'imagines, répondit-elle en haussant les épaules. Une petite défaillance dans la voiture, un peu d'alcool dans le sang, une route sombre au bord d'un lac. Un accident comme il en arrive des milliers. Et le corps, demandai-je. Pourquoi ne l'a-t-on jamais retrouvé? Parce qu'il ne fallait pas qu'on le retrouve, répondit-elle. On s'est arrangé pour ça. Pas de corps, pas de meurtre. Juste un accident et un homme porté disparu. Je la fixais, cette femme que j'avais toujours appelée maman, et je voyais maintenant une étrangère froide, calculatrice, prête au pire crime pour atteindre ses objectifs. Et tu n'as jamais regretté, demandai-je. Tu n'as jamais eu de remords? Elle sembla réfléchir, comme si cette question était plus difficile que les précédentes. Parfois, admit-elle. Les premières années, quand tu me demandais où était ton père, quand tu pleurais la nuit en l'appelant. Mais ensuite, je me rappelais pourquoi je l'avais fait. Pour toi, pour notre avenir.
Et les doutes s'effaçaient. Pour moi, répétais-je, sentant la colère bouillonner en moi. Tu as tué mon père pour moi? Un homme qui m'aimait, qui voulait me protéger. Et tu appelles ça me rendre service? Oui, répondit-elle avec fermeté. Regarde ta vie, Michael. Tu as eu les meilleures écoles, les meilleures universités, des opportunités que peu de gens ont. Et tout ça grâce à cette décision que j'ai prise il y a 25 ans. Si David t'avait emmené chez sa sœur comme il en avait l'intention, où en serais-tu aujourd'hui? Tu serais juste un gamin de province, sans avenir, sans perspective. Mais avec un père, murmurai-je. Un homme qui m'aimait assez pour tout risquer afin de me protéger. Elle balaya mes paroles d'un geste de la main, comme si elles n'avaient aucune importance. L'amour ne nourrit pas, Michael, dit-elle. L'amour ne paie pas les factures, n'ouvre pas les portes, ne garantit pas un avenir. Pour ça, il faut de l'argent, du pouvoir, des relations. Et c'est exactement ce que je t'ai offert, au prix d'une seule décision. Je la regardais, sans la reconnaître. Comment cette femme pouvait-elle être ma mère? Celle qui me lisait des histoires avant de dormir, qui embrassait mes genoux écorchés, qui était fière de mes résultats à l'école. Comment pouvait-elle être à la fois une mère aimante et une meurtrière froide et calculatrice? Et Karen, demandai-je. La sœur de papa. Tu es aussi responsable de sa mort? Maman ne cligna même pas des yeux. Oui, acquiesça-t-elle. Karen a toujours été un problème. Têtue, tenace, trop semblable à son frère. Elle n'a jamais cru à la version officielle de sa mort. Pendant des années, elle a fouillé, cherché, posé des questions. Et il y a 5 ans, elle a trouvé quelque chose. Quelque chose qui pouvait me relier à la disparition de David. Et tu as réglé ce problème comme le précédent, dis-je. C'était une mesure nécessaire, répondit-elle froidement. De la légitime défense. Elle menaçait tout ce que j'avais construit. Tout ce qui comptait pour nous deux. Et Sarah, demandai-je, bien que je connaissais déjà la réponse. Tu as essayé de l'empoisonner hier? Évidemment, dit-elle sans la moindre gêne. Elle représentait une menace. Elle est entrée dans notre vie sous de faux prétextes, dans le but de rassembler des preuves contre moi. Je ne pouvais pas la laisser faire. Et tu l'aurais tuée si je n'avais pas accepté de divorcer, compris-je à voix haute. J'aurais fait ce qu'il fallait, répondit-elle vaguement. Comme je l'ai toujours fait. Mais maintenant que tu es revenu à la raison, ce n'est plus nécessaire. Tu divorces, elle disparaît de notre vie, et on oublie tout ça. Je la fixais, incapable de ressentir quoi que ce soit. Et tu crois que je vais simplement accepter ça, demandai-je. Accepter que tu aies tué mon père, sa sœur, tenter de tuer ma femme. Et que je vais vivre avec ça, sans rien faire? Elle haussa les épaules. Et que peux-tu faire, Michael, dit-elle avec un léger sourire. Tu n'as aucune preuve. Rien. Juste les mots d'une fille déséquilibrée qui jouait la muette, et d'un vieux fou obsédé par le passé depuis 25 ans. Qui les croira contre moi? Une femme d'affaires respectée, philanthrope, figure publique? Je déboutonnai lentement le col de ma chemise, révélant le micro cousu à l'intérieur. Maintenant, on a des preuves, dis-je calmement. Ton aveu. Enregistré. Documenté. Prêt à être présenté au tribunal. Maman resta figée. D'abord l'incrédulité, puis le choc, puis la rage traversèrent son visage. Toi. Commença-t-elle, mais elle n'eut pas le temps de finir. À ce moment-là, les portes du salon s'ouvrirent à la volée, et plusieurs personnes entrèrent dans la pièce. Je reconnus le détective Anderson, que Gregory m'avait présenté la veille. Il était suivi de plusieurs policiers en uniforme. Elizabeth Thompson, déclara le détective Anderson en montrant son insigne, vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres présumés de David Thompson et Karen Johnson, ainsi que pour tentative de meurtre sur Sarah Johnson. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant un tribunal. Ma mère me lança un regard si rempli de haine que je fis un pas en arrière malgré moi. Jamais je ne l'avais vue avec une telle expression. C'était comme si le masque de la mère aimante venait de tomber, révélant son vrai visage, celui d'un prédateur acculé, encore dangereux. Tu vas le regretter, Michael, siffla-t-elle pendant que les policiers lui passaient les menottes. Tu crois avoir gagné? Tu penses avoir prouvé quelque chose?
Tu ne sais rien du vrai monde, mon garçon. De comment il fonctionne, de comment on y survit. Je sortirai. Tôt ou tard. J'ai l'argent, les contacts, le pouvoir. Et quand ce moment viendra, tu comprendras ce que signifie me trahir. Je la regardais quitter la pièce, puis la maison. Et je ne ressentais rien. Ni soulagement, ni satisfaction. Juste un vide. Comme si, en partant, elle emportait avec elle une partie de moi. Une partie que j'avais connue, que j'avais aimée. Une partie qui m'avait façonné. Le détective Anderson s'approcha et posa une main sur mon épaule. « Vous allez bien » demanda-t-il avec une inquiétude sincère. Ce n'était pas facile, je le sais. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Je ne sais pas si j'irai bien un jour, après ça. Il hocha la tête avec compassion. Ce genre de blessure ne guérit pas vite, dit-il. Mais vous avez fait le bon choix. Vous avez choisi la vérité, même si elle fait mal. Et c'est le premier pas vers la guérison. Je lui adressai un faible sourire, reconnaissant pour ses mots. Et maintenant, demandai-je. Que va-t-il se passer? Nous allons porter plainte, répondit le détective. Elle sera jugée. Et avec les preuves que nous avons désormais et surtout son propre aveu, elle a peu de chances d'y échapper. Je hochai la tête, toujours incrédule. Ma mère, arrêtée pour meurtre. Toute ma vie, tout ce en quoi je croyais, n'était qu'un mensonge. Je peux partir, demandai-je. Je voudrais rentrer, retrouver Sarah. Bien sûr, acquiesça Anderson. Nous vous recontacterons si nous avons besoin de plus d'informations. Je quittai la maison et m'installai dans la voiture, mais je n'allumai pas le moteur tout de suite. Je fixais ce manoir où j'avais grandi, élevé par une femme qui s'était révélée être un monstre. Tant de souvenirs y étaient liés. Des moments que je croyais heureux, sincères. Et pendant tout ce temps, elle savait. Elle savait qu'elle avait tué mon père. Elle savait que notre bonheur avait été construit sur le sang et le mensonge. Finalement, je mis le contact et pris la route vers la maison. Vers Sarah, Grégory, ces gens qui avaient tout risqué pour la vérité. Pour la justice. Pour moi, alors qu'ils ne me connaissaient même pas vraiment. Sarah m'attendait, assise sur le canapé, tendue. Quand je suis entré, elle s'est levée, mais ne s'est pas approchée. Comme si une ligne invisible nous séparait encore. Alors, demanda-t-elle à voix basse. Tu as obtenu ses aveux. Oui, acquiesçai-je. Elle a tout avoué. Le meurtre de mon père, celui de ta mère, la tentative contre toi. Et elle a été arrêtée. Juste là, dans le salon. Sarah ferma les yeux, et je vis des larmes couler sur ses joues. Des larmes de soulagement. De douleur libérée, tenue pendant des années. Enfin, murmura-t-elle. Enfin la justice a été rendue. Je m'approchai d'elle, pris ses mains dans les miennes. Tu avais raison, dis-je. Depuis le début. Surtout. Et je te remercie de ne pas avoir abandonné. D'avoir tenu bon malgré tous les dangers. Grâce à toi, je connais enfin la vérité. Douloureuse, terrible, mais la vérité. Sarah me regarda, et dans ses yeux, je vis un flot d'émotions, tant de mots qu'elle n'avait jamais prononcés. Je la pris dans mes bras, la serrant contre moi, sentant sa chaleur, sa présence comblait peu à peu le vide laissé en moi après l'arrestation de ma mère. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Je savais seulement que je ne vivrais plus dans le mensonge. Que j'affronterais l'avenir les yeux ouverts, peu importe à quel point il serait difficile. À ce moment-là, mon téléphone sonna. C'était Grégory. Elisabeth a demandé un avocat, annonça-t-il sans détour. L'un des meilleurs du pays. Et elle est prête à se battre jusqu'au bout. Nous aussi, répondis-je fermement. On a l'enregistrement, on a les preuves. On a la vérité. Et cette fois, elle ne pourra pas y échapper. Ce ne sera pas facile, prévint Grégory. C'est une femme influente, avec beaucoup d'argent, beaucoup de contacts. Le procès pourrait durer des années. Alors on se battra pendant des années, répliquai-je. Aussi longtemps qu'il le faudra. Pour mon père. Pour Karen. Pour la justice. Quand l'appel prit fin, Sarah me regarda avec inquiétude. « Tu es prêt pour ça ?» demanda-t-elle. « Pour un combat long, épuisant. Pour le fait qu'elle utilisera tous les moyens possibles.
qu'elle essaiera de te détruire, comme elle l'a fait avec tous ceux qui se sont mis sur son chemin. Je suis prêt, répondis-je sans hésiter. Parce que maintenant je connais la vérité, et je ne laisserai plus jamais le mensonge diriger ma vie. Nous nous sommes tenus près de la fenêtre, regardant le ciel se teinter des couleurs de l'aube. Un long combat nous attendait, un procès difficile, plein de douleurs et de désillusions. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'étais sur la bonne voie. Que je choisissais la vérité, aussi amère soit-elle. Que je rendais hommage à mon père, que je n'avais jamais vraiment connu, mais qui m'avait aimé jusqu'à son dernier souffle. Et à mes côtés, il y avait Sarah. La femme qui m'avait ouvert les yeux sur la réalité. Le procès d'Elizabeth Thompson fut l'un des plus médiatisés de la décennie. Comme Gregory l'avait prédit, elle se battit avec toutes les armes possibles. Elle engagea les meilleurs avocats, mobilisa ses relations, tenta de discréditer les témoins, y compris moi. Sa défense reposait sur plusieurs arguments principaux. D'abord, elle affirmait que l'enregistrement réalisé chez elle avait été obtenu illégalement, sans mandat, et ne pouvait donc pas être retenu comme preuve. Ensuite, que même si l'on acceptait cet enregistrement, ces paroles avaient été prononcées sous pression, dans un moment de stress, et ne reflétaient pas la réalité. Enfin, elle soutenait qu'il s'était écoulé trop de temps depuis la disparition de mon père, rendant impossible l'établissement des faits. Mais nous avions aussi nos cartes maîtresses. L'enregistrement du téléphone de mon père, où elle le menaçait clairement. Les témoignages de personnes qui l'avaient vu avec des individus suspects peu avant la disparition de mon père. Des documents financiers montrant des transferts étranges de grosses sommes à cette même période. Et surtout, la tentative d'empoisonnement de Sarah, prouvée par les analyses médicales et les déclarations du docteur Lewis. Le procès dura plus d'1 an. Chaque jour passé dans la salle d'audience était une épreuve. Voir ma mère derrière les barreaux, l'entendre nier toutes les accusations, se présenter comme la victime d'un complot, tenter de manipuler le tribunal et l'opinion publique, c'était insupportable. Mais je n'ai pas flanché. Pour mon père, pour la justice, pour la vérité, j'étais prêt à endurer cette épreuve. Sarah était à mes côtés à chaque audience. Elle me tenait la main quand c'était trop dur. Elle me soutenait quand je pensais ne plus avoir la force de continuer. Au fil de cette année, on avait appris à vraiment se connaître. Sans mensonge, sans masque, sans intention cachée. Et ce qui avait commencé comme un mariage arrangé s'était lentement transformé en une vraie relation. Une amitié profonde, construite sur le respect mutuel, le soutien et l'amour. Gregory était aussi devenu une figure importante dans ma vie. Il me parlait de mon père, de l'homme qu'il était, de ses rêves pour moi, de l'amour qu'il me portait. Ces récits m'aidaient à reconstruire l'image d'un père que j'avais à peine connu. À comprendre ce que j'avais vraiment perdu le jour de sa disparition. Et puis, il y avait l'entreprise. La société fondée par mes parents était désormais sous ma responsabilité. Ma mère, même inculpée, essayait encore de garder le contrôle à travers des intermédiaires. Mais grâce à l'appui juridique et aux témoignages d'anciens associés de mon père, j'ai réussi à prouver mon droit à l'héritage. Et aujourd'hui, je peux gérer cette entreprise comme, j'en suis sûr, mon père l'aurait voulu. Avec honnêteté, transparence, et respect envers chaque employé. Enfin, après de longs mois d'audience, d'interrogatoire et d'expertise, le tribunal a rendu son verdict. Elizabeth a été reconnue coupable d'avoir orchestré l'assassinat de David, d'avoir tué Karen, et d'avoir tenté d'empoisonner Sarah. Elle a été condamnée à 20 ans de prison, sans possibilité de libération anticipée. Pendant que le juge lisait la sentence, je regardais ma mère. Elle se tenait droite, la tête haute. Il n'y avait aucun remords dans ses yeux. Juste une colère froide. Et peut-être une certaine surprise de ne pas avoir réussi à s'en sortir, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Quand elle a été escortée hors de la salle, nos regards se sont croisés une dernière fois. Et là, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. Ce n'était ni de la haine, ni de la rage. C'était une forme de respect. Comme si, pour la première fois, elle reconnaissait que moi, son fils, j'étais devenu un adversaire à sa hauteur. Que je l'avais vaincu à son propre jeu. 5 années se sont écoulées depuis le procès. La vie reprenait doucement son cours. Sarah et moi avons divorcé, mais nous sommes restés très proches. Elle a rencontré Patrick, un chirurgien de l'hôpital de la ville. Ensemble, ils ont eu une fille qu'ils ont appelée Karen, en hommage à la mère de Sarah. Je suis devenu le parrain de la petite et je rends souvent visite à leur maison chaleureuse en périphérie.
Revenir à une vie normale après l'histoire avec ma mère fut bien plus difficile que je ne l'avais imaginé. Les années de thérapie m'ont aidé à surmonter le traumatisme de la trahison, mais la vraie guérison est arrivée de manière inattendue. Lors d'une conférence, j'ai rencontré Chloé, la fondatrice d'une entreprise concurrente. Notre première rencontre s'est terminée par un débat enflammé sur les brevets, la deuxième autour d'un café dans un petit bistrot du coin, et la troisième par un dîner aux chandelles. Sa force de caractère, mêlée à une sincérité désarmante, m'a tout de suite séduit. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que je pouvais à nouveau faire confiance. Grégory est devenu pour moi le père que j'avais perdu. Nous nous retrouvions souvent tous ensemble, lui, Sarah et sa famille, Chloé et moi. Il me racontait des anecdotes sur mon père, m'aidait avec l'entreprise, et surtout, il était toujours là quand j'en avais besoin. Ensemble, nous avons formé une nouvelle famille. Pas liée par le sang, mais par quelque chose de bien plus fort, l'honnêteté, le respect mutuel, et une affection profonde. Nous étions revenus de l'enfer, mais nous avions tenu bon. Et surtout, il n'y avait plus de secret entre nous. Dans cette famille recomposée, une règle primait sur toutes les autres, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut toujours mieux que le plus doux des mensonges.